Léo, 18 ans, a compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a vu un SUV noir faire le tour du terrain de jeu local pour la cinquième fois. Cependant, en tant que jeune homme vivant dans la rue, il savait qu'appeler la police risquait de lui valoir d'être expulsé plutôt que d'être pris au sérieux. Se sentant désespéré et sentant qu'un prédateur rôdait à proximité, il s'est approché d'un groupe de Hells Angels dans le restaurant du coin et leur a murmuré 5 mots effrayants. Cette voiture surveille les enfants. Ce qui s'est passé ensuite était un véritable cours magistral en matière de justice de rue. Les Hells Angels n'ont pas appelé de renfort, ils étaient eux-mêmes les renforts. Avant de révéler la terrifiante vérité sur ce qui se trouvait dans ce véhicule et comment le club a réagi, je voudrais vous poser une question. Si vous voyez quelque chose de suspect, mais pensiez que les autorités ne vous écouteraient pas, auriez-vous le courage de parler? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Notre communauté s'étend à travers le monde et nous adorons avoir de vos nouvelles. Si vous croyez qu'il faut protéger les innocents à tout prix, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Revenons maintenant à un samedi après-midi chaud à Miller Park. Léo n'avait que 18 ans, mais il avait l'air d'un homme de 50 ans. Il avait passé les 2 dernières années à naviguer dans le labyrinthe de béton de la ville, depuis que sa mère adoptive était décédée et que l'État l'avait jugé assez âgé pour se débrouiller seul. Léo ne mendiait pas et ne causait pas de problème. Il observait en silence le pouls du quartier. Il vivait à la périphérie de Miller Park, un espace vert animé qui servait de poumon à un quartier industriel autrement gris. Assis chaque jour sur le même banc public usé par les intempéries, il remarquait les changements subtils dans l'environnement que la plupart des gens ne voyaient pas. Il savait quels parents étaient distraits par leur téléphone, quels enfants étaient des coureurs et quelles voitures se garaient régulièrement autour du parc. Le SUV noir était différent. C'était un vieux Suburban dont les vitres étaient si sombres qu'elles ressemblaient à de l'obsidienne polie. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation, juste une fausse plaque de concessionnaire. Il se déplaçait avec une lenteur prédatrice, rampant à côté des balançoires et des bacs à sable à la vitesse d'un piéton. Léo l'avait vu faire 3 fois le tour du quartier en 1 heure. Chaque fois qu'il passait devant l'entrée où jouaient les plus jeunes enfants, il ralentissait presque jusqu'à rouler au pas. Léo avait l'estomac noué. Il avait déjà vu des prédateurs. Il leur avait survécu dans le système des refuges. Il reconnaissait le regard d'un requin dans les eaux peu profondes, attendant un moment de vulnérabilité. 1 heure plus tôt, une voiture de patrouille était passée. Léo s'était levé et avait agité les bras pour attirer l'attention du policier. Mais celui-ci l'avait à peine regardé, baissant la vitre juste assez pour dire « Pas aujourd'hui, petit. Enlève tes affaires du banc ou je t'arrête pour vagabondage. » La voiture de police repartit à toute vitesse, laissant Léo debout sous la chaleur. Il regarda le SUV noir tourner au coin de la rue pour la 4e fois, se sentant frustré et invisible. Léo regarda de l'autre côté de la rue. 20 Harley-Davidson étaient garés en rang devant le restaurant Iron Grill Diner. Les hommes assis aux tables en terrasse étaient les membres locaux des Hells Angels. Ils étaient bruyants. Leurs rires couvraient le bruit de la circulation. Leurs gilets en cuir arboraient l'écusson représentant une tête de mort qui faisait passer la plupart des civils de l'autre côté de la route. Léo connaissait ces hommes. Pas personnellement, mais il connaissait leur code. Il les avait déjà vus mettre fin à une agression derrière le restaurant sans appeler la police. Il les avait également vus donner des billets de 20 $ à la vieille femme qui vendait des fleurs au coin de la rue. Il se moquait des arrêtés municipaux et des lois anti-vagabondage. Il se souciait de leur territoire, et Miller Park était leur territoire. Léo prit une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, comme un oiseau pris au piège. Après avoir ajusté les bretelles de son sac à dos usé et essuyé la sueur de son front, il se dirigea droit vers la table centrale. Les moteurs se turent à son approche. 20 paires d'yeux, endurcis par la vie sur la route, se posèrent sur lui. L'homme à la tête de la table était Jax. Il avait une barbe grisonnante et des yeux qui ressemblaient à du silex. Il regarda Léo s'approcher d'un regard neutre et fixe. « Tu t'es perdu, fiston ?» demanda Jax d'une voix grave qui ressemblait à un moteur au ralenti. Léo ne demanda pas de monnaie. Il ne demanda pas de sandwich. Se penchant au-dessus de la table, il murmura d'un ton pressant, sa voix couvrant le bruit de la rue. « Ce SUV noir sans plaque d'immatriculation,
C'est la 5e fois qu'il fait le tour du terrain de jeu. Il cherche un enfant, Jax. La police ne veut pas m'écouter, mais je te le dis, il recherche quelqu'un. Jax resta immobile pendant 3 secondes. Il ne rit pas. Il ne renvoya pas le gamin sans abri. Il suivit le regard de Léo vers le coin du parc. Au moment où il regardait, le Suburban réapparut, ses pneus crissant lentement sur le gravier. Il ralentit près d'un garçon de 5 ans qui s'était éloigné de quelques mètres de sa mère pour courir après un ballon. Jax ne finit pas son café. Il ne dit pas un mot à ses frères. Il se leva simplement, et, comme mousse par une seule et même âme collective, les 19 autres hommes se levèrent avec lui. Le bruit des chaises raclant le trottoir ressemblait à une déclaration de guerre. Big Mike, dit Jack sans quitter le SUV des yeux, bloque la sortie nord. T-Bone, prendre le sud, les autres, former un périmètre. Personne ne quitte le parc avant que nous ayons vu ce qu'il y a derrière cette tente. Ça semble caché à Midtown. En un instant, le paisible samedi après-midi fut transformé. Les motards ne coururent pas. Ils se déplacèrent avec une vitesse terrifiante et organisée. En moins de 30 secondes, le rugissement de 20 moteurs éclata, créant un mur de bruit qui fit s'envoler les oiseaux des arbres. Léo regarda, le souffle coupé, les Hells Angels se déplaçaient comme une unité tactique. Le conducteur du Suburban réalisa trop tard qu'il avait été repéré. Alors qu'il tentait d'accélérer vers la sortie du parc, l'énorme moto de Big Mike se balança latéralement sur la route, bloquant le passage. Au même moment, T-Bone et 3 autres s'arrêtèrent derrière le SUV, le piégeant. Le véhicule était pris au piège dans une cage de chrome et de cuir. Jack s'approcha de la vitre côté conducteur. Il ne sortit pas d'armes. Il n'en avait pas besoin. Le simple poids des 20 moteurs qui entouraient la voiture suffisait à briser le moral de quiconque se trouvait à l'intérieur. Jax frappa la vitre avec son poing couvert de bagues. « Baisse la vitre », ordonna-t-il. La vitre s'abaissa d'à peine 5 cm. Une voix aiguë et nerveuse se fit entendre de l'intérieur. « Je n'ai rien fait. Vous me harcelez. Je vais appeler la police. » Jack fit un geste vers le jeune homme de 18 ans debout sur le trottoir. « La police n'a pas voulu parler à notre ami Léo, dit-il. Mais nous, on s'est très bien écoutés. Pourquoi tu tournes autour des gamins, mon pote? Pourquoi il n'y a pas de plaque d'immatriculation? Je cherche juste une adresse, balbutia l'homme. Faire 5 fois le tour du même terrain de jeu, ce n'est pas chercher une adresse. Big Mike grogna en approchant son visage de la vitre. C'est une virée shopping, et on n'aime pas ce que tu vends. Jax n'attendit pas de la réponse. Il passa la main par la vitre fissurée, attrapa la serrure de la portière et tira. La portière s'ouvrit, révélant un homme d'une trentaine d'années qui semblait tout à fait ordinaire, à l'exception de la sueur qui coulait sur son visage et des jumelles posées sur le siège passager. Mais c'est ce qui se trouvait sur la banquette arrière qui refroidit l'atmosphère. Il y avait des rouleaux de ruban adhésifs très résistants, un ensemble d'attaches industrielles et une pile de jouets pour enfants neufs encore dans leur emballage. Les motards n'avaient pas besoin d'un jury. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient sous les yeux. Léo appela Jax d'une voix d'un calme mortel. « Viens ici. » Léo s'approcha, les yeux écarquillés, et regarda les outils d'un kidnappeur éparpillés à l'arrière de la voiture. Il sentit une vague de nausée le submerger. S'il n'avait pas traversé la rue et était resté sur son banc, l'un de ses enfants se trouverait dans cette camionnette à cet instant. « C'est cette voiture? » demanda Jax. « Oui, » murmura Léo. « C'est lui. » Jax se retourna vers le conducteur qui pleurait et implorait pitié. Jax ne le frappa pas. Il n'en avait pas besoin. Il se contenta de le regarder avec un dégoût si profond qu'il semblait peser physiquement sur lui. « Tu vas rester assis ici, dit Jax, et tu vas attendre la police, parce que cette fois, ils vont t'écouter. Si tu oses bouger ou regarder à nouveau ses enfants, mes frères ne seront pas aussi polis. » Jax se tourna vers ses frères. « Mike, appelle le sergent que nous connaissons au 4e commissariat. Dis-lui que nous avons un cadeau pour lui. Dis-lui qu'un enfant sans abri a fait son travail à sa place aujourd'hui. » Alors que les sirènes commençaient à retentir au loin, les parents dans le parc commencèrent à réaliser ce qui s'était passé. Les mères serraient leurs enfants contre elles, regardant tour à tour le SUV et les motards. Un silence s'abattit sur Miller Park. C'était un silence de profonde prise de conscience. Les hommes effrayants en cuir avaient été les seuls à veiller sur leur famille. Cependant, lorsque la police arriva et commença à examiner les lieux,
Le PDG d'une entreprise de sécurité locale qui se trouvait dans le parc avec ses enfants s'approcha de Jax. Il ne regardait pas Jax avec crainte. Il le regardait avec respect. Puis il regarda Léo, le jeune homme de 18 ans vêtu d'un sweat à capuche sale qui était à l'origine de tout cela. Tu as l'œil, mon garçon, dit l'homme d'affaires. La plupart des gens regardent, mais ils ne voient pas. Pourquoi es-tu allé vers les motards? Parce qu'ils étaient les seuls à ne pas me regarder de haut, répondit simplement Léo. Jack s'approcha de Léo et posa sa main lourde sur son épaule. Il a l'instinct d'un éclaireur et le cœur d'un lion. Il a sauvé plus d'une vie aujourd'hui. Le sergent de police, un homme qui s'était affronté aux Hells Angels pendant des années, s'approcha de Jax. Il examina les preuves dans le SUV, puis regarda Léo. Tu as bien agi, petit. Nous recherchions un véhicule correspondant à cette description dans 3 comtés voisins. Tu viens d'arrêter un prédateur en série. Le sergent regarda Jax. Je m'occuperai de la paperasse, mais Jax ne croit pas que cela signifie que nous sommes amis. Je n'en rêverai pas, sergent. Jax sourit. Nous n'aimons tout simplement pas les ordures dans notre parc. Alors que la foule se dispersait et que le SUV était remorqué, Jax se tourna vers Léo. Il vit le garçon regarder son banc, le seul foyer qu'il avait. L'expression de Jax s'adoucit. Ce banc est à la retraite, dit-il à Léo. Tu viens avec nous. Nous avons un clubhouse qui a besoin d'une paire d'yeux comme les tiens et une chambre d'amis bien plus chaude qu'un banc public. Léo regarda la rangée de motos. Puis il regarda à nouveau le terrain de jeu où les enfants jouaient à nouveau en toute sécurité. Il réalisa que pour la première fois de sa vie, il n'était pas invisible. Il était un protecteur. Mais l'histoire n'était pas terminée. L'homme dans le SUV ne travaillait pas seul. Il faisait partie d'un réseau criminel beaucoup plus vaste et plus dangereux qui opérait dans la ville depuis des années. Maintenant que Léo et les Hells Angels s'étaient immiscés dans leurs affaires, les prédateurs venaient chercher le garçon. Ils étaient sur le point de découvrir que lorsqu'on s'en prend à un Hells Angel, on devient la proie. Les conséquences de l'arrestation à Miller Park ont provoqué une onde de choc dans le tissu social de la ville. Alors que les médias locaux célébraient le mystérieux informateur et les motards justiciers qui avaient sauvé les enfants, une force bien plus sombre regardait les images avec une fureur froide et calculatrice. L'homme dans le SUV était plus qu'un simple prédateur. Il était éclaireur pour un syndicat de traite d'êtres humains de haut niveau, une organisation fantôme qui se vantait d'être invisible dans le bruit de la ville. En repérant le Suburban noir, Léo avait sauvé plus que quelques enfants. Il avait compromis un transfert de stock de plusieurs millions de dollars prévu pour ce week-end. L'organisation ne croyait pas aux détails insignifiants, et elle ne croyait certainement pas à l'humiliation infligée par un adolescent sans-abri membre d'un club de motards. La première nuit de Léo au clubhouse des Hells Angels fut une surcharge sensorielle qui ressemblait à un rêve fiévreux. Pour la première fois en 3 ans, il ne dormait pas d'un œil ouvert, à l'affût des pas des prédateurs ou du bruissement des rats près de sa palette en carton. Il était allongé dans un lit superposé dans une pièce qui sentait l'huile de moteur, le cuir vieilli et le bois de cèdre. Il était protégé par un mur d'hommes que le monde considérait comme des hors-la-loi, mais dont il savait désormais qu'ils étaient les seuls véritables gardiens du quartier. Allongé là, le silence était presque assourdissant, le genre de silence qui ne survient que lorsque l'on se sent enfin en sécurité. Cependant, cette paix était fragile et fut brisée dès le lundi matin. L'atmosphère dans le clubhouse était passée de festive à prête au combat. Jax était recroquevillé dans la salle de guerre avec Big Mike et T-Bone, fixant une série de messages cryptés et de photos de surveillance granuleuses capturées par les caméras périphériques du clubhouse. Quelqu'un avait fait le tour du quartier, non pas avec la lenteur maladroite et prédatrice d'un kidnappeur d'enfants, mais avec la précision professionnelle et clinique d'un commando. Il cherche le gamin, grogna T-Bone en frappant du poing sur la table en chaîne. Ils ont obtenu sa description au parc. Ils savent que c'est Léo qui a vendu la mèche, ou ils veulent envoyer un message à toute la ville. Personne ne se mêle des affaires du syndicat. Ils ont testé notre barrière numérique toute la nuit, essayant de jauger la profondeur de notre sécurité. Ce n'est pas seulement de la rancune. C'est une tentative de prise de contrôle. Jax regarda Léo qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Le garçon avait l'air reposé, mais la vigilance excessive n'avait pas quitté son regard. « Léo, viens ici », ordonna Jax doucement, mais avec l'autorité d'un chef.
Tu as fait preuve de courage, mais dans cette ville, le courage a un prix. L'homme que tu as arrêté n'était qu'un petit poisson dans un étang très noir. À présent, les requins tournent autour de nous parce que tu leur as fait perdre beaucoup d'argent. Nous avons repéré 3 véhicules différents qui nous suivaient près de notre périmètre au cours des 12 dernières heures. Ils ne se cachent plus. Ils nous mettent au défi de sortir. Léo ne broncha pas. Vivre dans la rue l'avait dépouillé de sa peur depuis longtemps. Il avait déjà affronté le pire que le monde avait à offrir. S'ils viennent pour moi, qu'ils viennent. Mais ils ne s'arrêteront pas à moi, n'est-ce pas? Ils continueront à enlever des enfants dans ce parc jusqu'à ce que quelqu'un coupe la tête du serpent. Je les ai déjà vus, pas seulement le Suburban, mais aussi une camionnette bleue et une berline argentée. Ils opèrent depuis la zone industrielle. Je les ai vus changer de plaque d'immatriculation sous le pont. Les yeux de Jax brillaient d'un nouveau respect. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Nous ne nous contentons pas de défendre nos murs, Léo. Nous menons le combat jusqu'aux portes de l'ennemi. Tu as repéré ce SUV avant tout le monde dans cette ville. Tu as l'œil pour les détails. Peux-tu nous aider à découvrir où ils cachent le reste de leur opération? Si nous attendons qu'ils attaquent, nous avons déjà perdu. Nous devons les frapper là où ça fait mal. Au cours des 8 heures qui suivirent, Léo travailla aux côtés du spécialiste technique du club, un moteur nommé Static. Ensemble, ils retracèrent l'itinéraire du Suburban à l'aide de caméras de circulation piratées et de la connaissance encyclopédique de Léo des ruelles et des routes cachées de la ville. L'esprit de Léo fonctionnait comme une carte. Il se souvenait avoir vu le même SUV noir garé près d'un entrepôt frigorifique abandonné dans le quartier industriel près du Pier 19, un endroit que les sans-abri évitaient en raison des gardes armés qui patrouillaient le périmètre avec des chiens. Il décrivit les changements d'équipe des gardes, les angles morts dans la clôture et les heures précises auxquelles les lourdes portes en acier s'ouvraient pour laisser entrer les camions. Léo désigna un écran scintillant qui diffusait une image aérienne granuleuse. C'est là, le quai 19. Ils font entrer et sortir les véhicules à 4 heures de peine lorsque le brouillard du port est le plus épais. Ils pensent que le brouillard cache leur mouvement, mais je les ai observés depuis les chevrons du vieux chantier naval de l'autre côté. Je les ai vus déplacer des caisses vides. Je les ai entendus crier « Jack, ce n'est pas juste une voiture, c'est une usine. » Jax regarda la carte et acquiesça. Cet entrepôt est une forteresse. Si nous entrons par l'avant, ce sera un bain de sang. Ils auront le temps de déplacer la cargaison par l'arrière, ou pire, d'utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Il nous faut un fantôme. Il nous faut quelqu'un qui puisse passer les capteurs thermiques et les détecteurs de mouvement, qui sont réglés pour le poids d'un homme adulte. Je suis le fantôme, dit Léo en s'avançant. Je connais la disposition de la ventilation de cet entrepôt. Je me cachais dans les conduits pendant l'hiver 22. Il y a un puits étroit qui mène directement du toit à la salle de contrôle centrale. Si j'arrive à entrer, je peux désactiver les serrures électroniques des portes latérales et vous laisser entrer. Je l'ai déjà fait pour me réchauffer. Je peux le faire maintenant pour sauver des vies. Big Mike regarda Jax et secoua la tête. C'est une mission suicide, Jax. Il n'a que 18 ans et ce n'est pas un soldat. S'il l'attrape dans ses conduits, il sera piégé comme un rat. On ne peut pas lui demander de faire ça. J'étais piégé dès l'instant où j'ai vu cette voiture, rétorqua Léo, sa voix résonnant d'une conviction qui fit taire la salle. Je suis le seul à pouvoir passer par ces conduites d'aération. Et je suis le seul à savoir où leurs caméras ne voient pas. Laissez-moi faire ça pour les qui n'avaient personne pour surveiller leur terrain de jeu. Après 18 ans d'invisibilité, laissez-moi enfin être vu pour avoir fait quelque chose qui compte. Le trajet jusqu'au Pier 19 fut une véritable démonstration de puissance silencieuse. 40 motos se déplaçaient dans l'ombre industrielle, comme une meute de loups. Leur moteur était réglé pour émettre un faible ronronnement et leurs phares étaient éteints. Ils se garèrent à 2 pâtés de maison dans une ruelle et avancèrent à pied avec la précision furtive d'une unité tactique. Léo s'est éloigné du groupe, sa petite silhouette agile disparaissant dans l'ombre d'une issue de secours rouillée. Il a escaladé le bâtiment avec l'agilité de quelqu'un qui a passé sa vie à grimper des clôtures pour trouver un endroit où dormir. À l'intérieur du conduit de ventilation, l'air était vicié et avait un goût de sel et de rouille. Léo a rampé dans l'étroit tunnel métallique, son cœur battant à tout rompre contre la tôle. En dessous de lui, à travers les lamelles des bouches d'aération,
Il aperçut l'horreur que la ville avait laissé s'installer sous son nez. Des dizaines d'enfants étaient détenus dans des pièces de fortune en contreplaqué et gardés par des hommes armés de fusils de gros calibre et au regard froid. Ils pouvaient entendre les gardes rire de leur salaire imminent et discuter des enfants comme s'ils n'étaient rien de plus que du bétail. Au centre de la pièce se tenait un homme vêtu d'un costume charbon coûteux, le courtier. L'acheteur sera là dans 20 minutes, ordonna le courtier en regardant sa montre en or. Chargez les camions. Si ce gamin sans abri ou ses motards sont repérés dans les environs, je veux qu'on s'occupe d'eux définitivement. C'est à cause de lui que nous avons dû avancer le planning. Je veux que cet étage soit dégagé avant l'aube. Léo se dirigea vers le panneau de contrôle central près de la porte latérale du hangar. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit la petite trousse à outils que Jax lui avait donnée. Il contourna le verrou de sécurité, une astuce qu'il avait répétée pendant des heures dans le sous-sol du clubhouse. Dans un léger sifflement mécanique, les imposantes portes en acier du hangar commencèrent à s'ouvrir, laissant entrer l'air froid du port et 40 Hells Angels. Les gardes se retournèrent, surpris par l'afflux soudain de lumière et le bruit de 100 bottes frappant le béton, mais il était trop tard. Les Hells Angels n'étaient pas entrés en frappant poliment à la porte. Ils étaient entrés comme un raz-de-marée de cuir et de fer. Jack et Big Mike menèrent la charge. Le rugissement de leur entrée résonna sous les hauts plafonds ondulés. L'entrepôt fut pris d'une frénésie d'activité. Pris au dépourvu, les trafiquants se retrouvèrent face à une confrérie qui se battait avec une fureur primitive et protectrice, et ils commencèrent à se disperser et à s'enfuir. Le bruit des grenades assourdissantes et des cris emplit l'espace caverneux. Léo ne resta pas dans les conduites d'aération comme on le lui avait demandé. Il vit le courtier attraper une jeune fille dans la zone de détention la plus proche et l'utiliser comme bouclier humain, tandis qu'il reculait vers un hors-bord puissant amarré à la jetée interne de l'entrepôt. Les yeux du courtier étaient remplis de désespoir. « Lâchez-la !» a crié Léo en sautant de 3 mètres depuis la bouche d'aération et en atterrissant sur un tas de caisses en bois. Il n'avait pas d'arme, mais il avait une lourde clé en fermeté qu'il avait prise dans la salle de contrôle. Le courtier a ricané en pointant un pistolet compact sur la poitrine de Léo. « Qui? » Le petit fantôme du parc. Tu m'as fait perdre des millions. Tu te prends pour un héros? Tu n'es qu'une erreur. Je pense que je vais prendre ta vie en guise de compensation pour mes pertes. Avant que le courtier n'ait pu appuyer sur la gâchette, une lourde chaîne en argent s'enroula autour de son poignet et lui tira le bras vers le haut avec une grande force. Jax avait traversé la fusillade comme un spectre, les yeux brûlants d'une intensité meurtrière. D'un seul coup dévastateur, il envoya le courtier s'écraser contre la balustrade et tomber dans l'eau huileuse du port. Léo mit la fille en sécurité et la serra contre lui tandis que le chaos s'apaisait. En moins de 30 minutes, l'entrepôt était sécurisé. La police, alertée par une ligne sécurisée depuis le clubhouse, et arriva sur place et trouva 40 motards formant un cercle protecteur autour des enfants sauvés. Les trafiquants étaient attachés avec des liens en plastique, alignés de manière humiliante sur le béton froid. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Les registres montraient que des centaines d'enfants étaient passés par ce port. Le courtier fut sorti de l'eau, tremblant et vaincu, son empire de misère en ruine. Le sergent de police qui avait renvoyé Léo quelques jours plus tôt entra dans l'entrepôt, le visage devenu livide à la vue de l'horreur que Léo avait découverte. En regardant les cellules de détention, puis Jax et enfin Léo, assis sur une caisse, enveloppé dans une veste en cuir des Hells Angels et partageant sa bouteille d'eau avec la jeune fille qu'il avait sauvée, le sergent fut submergé par l'émotion. Il ôta sa casquette, un geste profondément humble, auquel personne dans la pièce ne s'attendait. Il s'approcha de Léo, ignorant les motards pour la première fois de sa carrière. « Je te dois plus qu'une excuse, Léo. J'ai regardé tes vêtements en lambeaux et j'ai vu un problème. Pas une personne. J'ai vu une nuisance qu'il fallait éliminer. Tu as vu un crime qu'il fallait arrêter. Grâce à toi, parce que tu as refusé d'être ignoré, ces familles vont pouvoir dormir en sécurité cette nuit. Tu es un meilleur flic que moi. » Jack s'avança et passa son bras massif autour des épaules de Léo dans un geste protecteur. « Ce n'est plus un gamin, sergent. C'est un lion, et il fait partie de notre famille maintenant. Si vous le méprisez à nouveau, c'est nous tous que vous méprisez. Il est désormais les yeux de ce quartier. »
L'histoire du Lion de Miller Park a transformé la relation de la ville avec ses citoyens marginalisés, devenant une légende. Le réseau de trafic a été démantelé de haut en bas, ce qui a conduit à des arrestations qui ont touché les sphères du pouvoir et les conseils d'administration des entreprises. Le conseil municipal a tenté d'organiser une cérémonie publique pour décerner à Léo une médaille du courage et la clé de la ville. Mais, fidèle à sa nature, il n'y a pas assisté. Il ne voulait pas d'une médaille et d'un système qu'il avait ignoré pendant 18 ans. Il voulait être reconnu pour la vie qu'il s'était forgée à force de sang et de courage. Un mois plus tard, les Hells Angels ont organisé leur propre cérémonie dans la cour ensoleillée de leur clubhouse. Ils ne lui ont pas donné de patch. Il avait sa propre voie à suivre et ils voulaient qu'il reste clean pour l'avenir. À la place, ils lui ont remis les clés d'un petit appartement magnifiquement rénové, situé juste au-dessus du Iron Grill Diner, où le club se réunissait chaque matin. Avec les clés, il y avait une enveloppe épaisse d'aspect officiel contenant une bourse d'études complète pour le programme de sociologie et de droit de l'université, entièrement financée par le club et les parents reconnaissants du quartier. Le monde a besoin d'yeux comme les tiens, Léo, lui a dit Jax alors qu'il se tenait sur le balcon du clubhouse, regardant le soleil se coucher sur le paisible et animé Miller Park. Tu as sauvé ces enfants parce que tu savais exactement ce que c'était que d'être invisible. Tu leur as donné une voix alors que tu n'en avais même pas toi-même. Tu as transformé ta douleur en bouclier pour les autres. Ne laisse jamais le monde te faire cligner des yeux et ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas ta place ici. Léo baissa les yeux vers le terrain de jeu. Le SUV noir n'était plus qu'un souvenir, remplacé par les cris des enfants qui jouaient en toute sécurité et des parents qui sentaient enfin le poids de l'ombre s'éloigner de leur vie. Il n'était plus un fantôme. Il était un gardien, un symbole de ce qui se passe lorsque les oubliés choisissent de riposter. Chaque samedi, une vingtaine de Harley se garaient devant le restaurant et les hommes les plus coriaces de l'État partageaient un café avec le jeune homme qui avait murmuré les mots qui avaient tout changé. Léo avait trouvé sa meute et la ville avait enfin appris à voir véritablement ses propres habitants.